demander d'abord que les langues nationales soient prises en compte dans ce pays. Et il est arrivé que ce recensement a été mis en place et donc il fallait réagir tout de suite par rapport à cela. C'était donc conjoncturel et nous avons lancé nos activités donc avec ce recensement. Maintenant, quant à dire que nous sommes pas vraiment, nous savons que les choses se sont nettement améliorées. Nous vous entendons mal, Monsieur Dia. Donc les choses se sont nettement améliorées. Oui, je disais donc que les choses se sont nettement améliorées, mais nos revendications n'ont pas été satisfaites évidemment parce que nous demandions d'abord que les commissions censées chargées justement de ce recensement soient revues. Parce que comme vous le savez, les commissions ne reflètent pas la diversité du pays. Elles sont presque exclusivement composées d'une seule communauté. Et ça, nous voulions que ça change, et ça n'a pas été fait. Mais c'est vrai que dans les faits, dans la pratique, dans le recensement de tous les jours, dans le quotidien des populations, si vous me permettez le terme, les emmerdements ont beaucoup diminué. Voilà. Mais vous pensez que c'est grâce à votre action ou simplement on avait reçu sur Kassataya le président de la République qui disait qu'en fin de compte, il y avait eu des erreurs. Il y avait eu des erreurs, hein, le recensement n'avait pas été très bien préparé. Et vous pensez que cette amélioration des choses dans le recensement est due à l'action de TPN, de Touche pas ma nationalité? Nous en sommes convaincus. Si nous ne nous étions pas mobilisés, ça aurait continué, et ça aurait peut-être même été pire, quoi, en fait. Donc, nous sommes convaincus que notre action est pour quelque chose dans le changement que l'on voit aujourd'hui dans cette opération d'enrôlement. Est-ce que aussi, une question, parce qu'il vous a été reproché à un moment par certaines personnes de ne pas avoir tenu compte aussi dans le recensement, dans les bugs qu'a eu l'enrôlement, des populations qui étaient des populations frontalières, en particulier au nord, où il y a des populations d'autres communautés qui n'ont pas été, qui se sont vues refuser l'enrôlement sous prétexte que leur père ou grand-père était né soit au Sahara, soit au Mali, soit, je vais pas parler des morts là. Votre mouvement ne s'en est pas beaucoup préoccupé. Si, évidemment, parce que nous sommes un mouvement citoyen. Et donc notre priorité, c'est que les droits des citoyens soient respectés. Il se trouve que les citoyens les plus lésés aujourd'hui, ce sont simplement les citoyens négro-mauritaniens. Et c'est pour cela que notre combat met en avant justement cet aspect-là des choses, mais nous nous préoccupons de tous les citoyens qui sont lésés, qui subissent des situations d'injustice, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes ou négro-africains, peu importe. On reviendra à cet aspect. Non, Myriam, tu devais engager... Oui, tout à fait, mais l'intervention de M. Thiam m'interpellait aussi. Monsieur Thiam, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la scission qu'il y a eu au sein de Touche pas ma nationalité. Il y a en février 2012, vous parliez de Abdou Biranouane encore en tant que leader, vous le désignez comme leader, je cite vos propos, hein. Je cite vos propos. Oui. En mai 2012, il y a la scission. Vous êtes beaucoup intervenu via la presse, via les conférences de presse. Vous avez parlé de dissidence. Vous avez même dit à un moment que la dissidence, ce n'était pas vous, que c'était le bureau composé par Abdou Biranouane. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que dissidence, initiative malheureuse sont des termes que vous avez employés. Mais jusqu'à l'heure, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé entre vous, entre Abdou Biranouane et vous. Écoutez, je ne voudrais pas revenir sur ça parce que c'est des choses qui déchirent. Je ne voudrais pas évidemment insister sur ça, mais simplement ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a des divergences de fond qui font que nous ne pouvons plus aller ensemble, en tout cas dans l'immédiat. Il est difficile que nous allions ensemble et donc chacun y est allé de son côté. Et comme je l'ai dit, comme vous l'avez rappelé tout de suite, la qualité du son se dégrade, Monsieur Alassane Diaz. Ça, c'est vraiment les aléas du direct. C'est extrêmement compliqué. Il va falloir qu'on revoie d'ailleurs cette formule-là. C'est pour le plaisir des auditeurs que nous avons voulu garder le concept du direct pour qu'ils puissent intervenir et interpeller les invités en direct. Mais bon, compte tenu des conditions de... alors, comme oui, Mariam. Oui, tout à fait. Vous avez dit qu'il y a eu des divergences profondes. Excusez-moi d'insister, mais je ne comprends pas trop quelle est la suite de ces divergences profondes. Est-ce que ce sont des divergences d'ordre politique? Est-ce que ce sont des divergences d'approche des problèmes organiques, de comment résoudre les problèmes? Je ne comprends pas trop le terme divergence profonde. Oui, les divergences, c'est quant à l'orientation du mouvement, par exemple.
quant aux partenaires avec lesquels nous devrions travailler. Donc il y a eu des divergences de ce point de vue. Avec qui il faut travailler? Est-ce qu'il faut travailler en solo? Est-ce qu'il va falloir essayer de travailler en synergie avec toutes les organisations progressistes en fait qui travaillent dans le même sens que nous? Ça, c'est des divergences importantes donc de fond. Et il y a aussi des divergences du point de vue de la gestion du mouvement lui-même. Donc nous n'étions pas tout à fait d'accord dans la façon de gérer le mouvement. Et ce sont ces divergences-là, malheureusement, qui ont conduit à la dissidence dont vous parliez tout à l'heure. Mais est-ce que ça ne brouille pas un peu le message porté par Touche pas à ma nationalité depuis le début de la création? On a vu tout dernièrement sur la marche commémorant l'anniversaire de la mort de Lamine Mangane, si la presse qui a relaté la manifestation a dit vrai, visiblement ça a été jusqu'à diviser la propre famille de Lamine Mangane. Qui est le père était avec une des branches de Touche pas à ma nationalité, la mère était plutôt avec une autre branche. Est-ce que ça ne brouille pas un peu le message pour les militants ou les sympathisants ou tous ceux qui, dans la société civile, vous observent? Je tenais à dire simplement que pour ce qui est de la division de la famille, ça n'est pas vrai du tout. Vous savez, malheureusement, nos journalistes écrivent souvent des choses qui ne sont pas véritablement fondées, qui ne sont pas vérifiées. La mère de Lamine Mangane qu'on dit être avec l'autre clan de Touche pas à ma nationalité, si je puis parler ainsi, parce que moi je considère qu'il n'y a pas de clan au sein de Touche pas à ma nationalité, nous sommes en seul et même mouvement. En tout cas, la mère de Lamine Mangane était avec nous le matin même, donc du 27 septembre, pour un récital de Coran pour son fils. Donc, si l'après-midi, elle se présente dans la manifestation organisée par nos camarades, nos autres camarades ou nos anciens camarades, c'est tout à fait normal. Nous ne pensons pas que ce soit un parti pris pour l'un ou l'autre, parce que ça aurait été un parti pris, elle n'aurait pas assisté en fait au récital de Coran que nous avions organisé le matin même. Donc, ça c'est... Ça veut dire qu'il y a une espèce de malaise qui pousse les familles à se dédoubler, pour ainsi dire, ou en tout cas à couper la poire en deux et faire plaisir à chacune des parties. Bon, ce qui s'est passé en fait, c'est très malheureux. Ce sont nos militants, tous nos militants, nos sympathisants, tout le monde en fait qui est un peu perdu. Et c'est tout à fait normal. Mais nous sommes en train de travailler à regagner la confiance des gens. Et ça, c'est en retrouvant la base, en allant discuter avec elle, lui expliquer ce qui s'est passé exactement, etc. Et donc, nous sommes en train de regagner la confiance des gens. C'est normal que les gens soient un peu perdus parce qu'il y avait un seul mouvement. Les gens étaient unis et à un moment donné, il y a une scission, donc c'est normal que les gens se retrouvent un petit peu perdus. On va une vingtaine de minutes, oui. Non, je disais que quand la famille, elle n'est absolument pas divisée. C'est pas vrai du tout. Très bien. Mariam. Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce que vous avez toujours des contacts avec l'autre Touche pas à ma nationalité? Bon, on va dire que oui. On va dire que oui. La rupture n'est pas consommée. Nos portes restent ouvertes pour que nos camarades reviennent. Voilà. Enfin, on voit l'embarras, mais bon, on ne va pas mier le couteau dans la plaie. Et juste un dernier mot, où en est l'initiative de rapprochement qui avait été conduite par Gani Diawara? Elle en est au point mort, en fait, elle n'a pas abouti. Et c'est pour cela justement que nous nous sommes remis au travail. Nous nous sommes dit que c'était un échec. Nous nous sommes remis au travail et nous avons donc recréé notre bureau et nous nous sommes remis au travail. Donc pour cette initiative-là, je crois que ça a été un échec. Par contre, il y a d'autres démarches. Le contact n'est pas totalement plus entre nous. Nous sommes quand même d'accord sur le point. Alors, disons, Monsieur Dia, une dernière question sur cet aspect et après on passe à autre chose. Selon vous, quelle pourrait être la forme de cette médiation, ou de cette médiation? Ça va prendre quelle forme? Écoutez, je ne sais pas quelle forme ça prendra, ça dépendra des médiateurs, comme vous le dites. Simplement, nous, ce qui nous importe, c'est que l'unité soit retrouvée. Ça, nous pensons que c'est important. Nous ne voulons pas qu'un seul de nos militants ou qu'un seul des dirigeants, des cadres de ce mouvement parte. Évidemment, nous considérons ça comme une perte, comme un échec. Et donc, nous espérons toujours, comme je le disais, que les divergences vont pouvoir s'estomper et que nous pourrons tous nous retrouver parce que nous sommes d'accord quand même sur l'essentiel. Monsieur Dia, Mariam le disait tantôt, certains reprochent à votre mouvement de n'avoir pas fait cas de la situation des morts, moi je vais le dire comme ça,
qui ont aussi été privés d'enrôlement. Des cas ont été relevés où des membres n'ont pas pu s'inscrire. Alors, ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir raté l'occasion de mobiliser toutes les victimes au-delà des considérations raciales? Autrement dit, est-ce que votre mouvement ne pouvait pas transcender les antagonismes raciaux qui traversent la Mauritanie? Je rappelle que notre mouvement est un mouvement citoyen. Notre combat, c'est pour être reconnu en tant que citoyen à part entière de ce pays. Et donc, la priorité, évidemment, c'est la population négro-mauritanienne qui est, comme je le disais tout à l'heure, pas seulement la population négro-mauritanienne, on va dire les Noirs de Mauritanie de manière générale. Bon, on a l'habitude d'appeler négro-mauritaniens les Soninké, les Poulards, les Fratim, qui sont aussi des négro-mauritaniens. Ce qui importe, en fait, c'est que cette frange-là de la population soit considérée comme des citoyens à part entière. Très bien. Merci, Monsieur Dia, pour cet aspect-là. Alors, par la suite, ce qui est en tout cas incontestable, c'est que vos revendications ont porté sur des questions, on va dire, plus politiques au sens traditionnel, identité de la Mauritanie, partage des responsabilités, vous avez aussi parlé des nominations. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous être quelque peu dispersé ou perdu en chemin? Absolument pas. Absolument pas. On peut donner peut-être cette impression, mais ça n'est pas du tout le cas. En fait, comme je le disais, nous étions un ensemble de mouvements, un conglomérat de mouvements qui voulaient travailler en symbiose avant même cette histoire d'enrôlement pour que les langues nationales soient prises en compte. Et ensuite, donc, quand il y a eu cette contingence d'enrôlement, nous avons dû agir dans l'urgence. Évidemment, il fallait répondre tout de suite à cela et ça a quand même porté ses fruits. Mais nous considérons que le recensement n'est qu'une conséquence en fait de la cohabitation entre les différentes communautés en Mauritanie. Si la cohabitation se passait normalement, si tout se passait bien, on n'aurait pas eu justement ce recensement qui n'est que la conséquence justement de ce problème de cohabitation. Mais est-ce qu'il n'était pas possible de mener ce combat-là dans les formations traditionnelles qui existaient, qui étaient là, des partis politiques qui conduisaient ce combat-là? Vous savez, à la base, vous étiez parti pour combattre un recensement que vous jugiez discriminatoire. À partir du moment où vous avez obtenu, on ne va pas dire gain de cause surtout, mais que ça s'est amélioré, vous ne pouviez pas vous arrêter, faire le point et dire voilà, on l'a conduit jusqu'à ce point. Maintenant, ceux qui veulent faire de la politique autrement, ils rejoignent les formations traditionnelles dédiées à cela. Non, malheureusement, nous trouvons que les formations traditionnelles, les formations politiques traditionnelles, donc ne reflètent pas assez justement les aspirations que nos aspirations en fait. Parce que ce qu'il se passe ici, c'est que avant de parler de démocratie, il faut d'abord que tout le monde soit reconnu comme citoyen. Le problème, c'est que nous battons déjà pour être reconnus comme des citoyens simplement. Donc, je pense que les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes. Les discours que tiennent les partis politiques ne correspondent pas tout à fait aux aspirations donc des populations noires de Mauritanie de manière générale. Et je pense que, enfin, s'engager dans ce terreau-là, dans ce terreau politique des partis politiques traditionnels, ce serait en quelque sorte se fourvoyer. Le combat ne peut être mené qu'au sein de mouvements qui sont justement apolitiques pour l'instant. Nous sommes apolitiques, même si nos revendications sont évidemment d'essence politique, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas aussi dissocier citoyenneté et politique, évidemment, parce que c'est la politique qui régit la vie d'un pays. Mais nous nous considérons d'abord comme un mouvement citoyen, et donc c'est ça notre différence avec les partis politiques. Et je peux dire, poussez-vous, partis politiques, vous ne savez pas faire, nous, on va vous montrer comment ça se fait. Vous ne trouvez pas que c'était un peu présomptueux et que ça pouvait vous surcharger davantage? Qu'est-ce qui serait présomptueux? Oui. Qu'est-ce qui serait présomptueux? Nos revendications politiques ne pouvaient pas la faire, vous ne savez pas faire, mais que vous alliez leur montrer comment. Ce n'est pas qu'ils ne sachent pas le faire, c'est que eux, ils ont choisi, c'est un parti pris. Les partis politiques, ils ont choisi de s'intégrer dans un système qu'ils reconnaissent comme étant démocratique à partir du moment où ils jouent ce jeu-là, ou à partir du moment où ils se font reconnaître comme partis politiques participant à des élections, etc. Nous considérons que nous n'en sommes pas encore là. Avant d'en arriver à ce stade, il va falloir d'abord que tout le monde ait le statut de citoyen à part entière dans ce pays, et à ce moment-là, nous pouvons nous organiser en parti politique, avoir d'autres ambitions, etc. Mais pour l'instant, notre combat est malheureusement, je le dis encore une fois, simplement un combat de citoyenneté. Mariam, alors je ne sais pas si Mariam est là. Alors, quelle lecture, M. Diarra, faites-vous de l'annonce du redéploiement des flammes en Mauritanie? Comment est-ce que vous le percevez? Je pense que c'est une bonne chose. Il est important que les flammes reviennent ici. Les flammes, c'est quand même le premier mouvement, on va dire, négro-africain qui a été audible, quoi, en fait, et qui a beaucoup fait, en fait, pour la cause.
Et je pense qu'il est bien qu'ils reviennent ici parce que ça fait quand même un moment qu'ils sont complètement, je dirais pas déconnectés, mais en tout cas qu'ils se trouvent à l'étranger. Et donc, il est bien qu'ils reviennent ici parce que les conditions ne sont pas tout à fait réunies, c'est vrai, mais ça a commencé quand même à changer et il y a de la place pour tout le monde et ce serait bien donc qu'ils reviennent, qu'ils essaient un peu d'impulser l'élan. Est-ce que vous partagez leur analyse de la situation sociopolitique de la Mauritanie et jusqu'à quel point? Vous savez, moi je dirais que la différence entre les flammes et nous, tant que touche pas à ma nationalité, c'est une différence simplement d'alignement. Vous parliez tout à l'heure de politique. Eux se situent sur le plan politique, nous nous situons sur le plan citoyen. Nous nous situons sur le plan des droits humains simplement. Mais nous avons fondamentalement en fait le même discours parce que les flammes ne parlaient que de ça. Ils parlaient de partage des pouvoirs, des richesses, etc. Et donc nous partageons à peu près la même vision. À partir du moment où vous partagez la même analyse, il est envisageable que vous les rejoigniez quand ils seront sur le terrain, quand ils seront en Mauritanie? Que nous les rejoignions, je ne pense pas, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, Touche pas à ma nationalité est un conglomérat de différents mouvements. Donc, nous sommes plus larges qu'un simple mouvement politique. Il y a différents mouvements qui y participent et nous nous situons sur le plan donc, du droit, des droits de l'homme, sur le plan donc de la citoyenneté. Et les flammes, c'est sur le plan politique. Nous avons parmi nous des gens qui peuvent avoir des convictions, qui peuvent appartenir aux flammes, qui peuvent appartenir à d'autres partis politiques. Mais là, ce qui nous rassemble va au-delà donc des appartenances politiques. Mariam Derwish. Allô? Est-ce que Mariam n'a pas coupé son micro? Oui. Parce que je ne l'entends pas. Elle dit qu'elle est là, mais son micro n'est pas ouvert. Mariam, nous ne t'entendons pas. Tu as peut-être coupé ton micro, Mariam. Donc, en attendant que Mariam ne soit disponible, non, Mariam n'est vraiment pas disponible. Nous ne l'entendons pas, en tout cas. Monsieur Dia, quels sont les projets aujourd'hui de votre collectif? Comme je vous le disais, nous sommes dans une entreprise de recréer la confiance en fait entre nos militants et nous. Cette scission nous a fait beaucoup de mal et nous sommes pour l'instant en train de retravailler la base, en train de renouer le contact. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons dû faire un déplacement à l'intérieur. Nous avons pu voir nos militants et sympathisants du Gorgol. La presse en a fait écho et nous sommes en train de le faire à Nouakchott et nous le ferons dans le reste du pays. Donc nous sommes pour l'instant dans cette posture-là. Alors, M. Dia, Mariam semble me dire que vous l'entendiez et que c'est moi qui ne l'entendais pas. Donc, dans ce cas-là, allez-y, Mariam, c'est à toi. Je ne l'entends absolument pas. Voilà, là, je l'entends. Il y a eu beaucoup d'accusations qui ont fusé. Non, c'est horrible, Mariam. On ne t'entend pas très bien. Il y a de l'écho, Mariam. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour les problèmes techniques. Oui, on a de sérieux problèmes. Alors, on va décrocher Mariam et la rappeler, comme ça on pourra reprendre tranquillement. Donc, Monsieur Dia, vous dites que vous êtes en train de reconquérir la base, renouer les fils du dialogue avec le reste enfin, vos militants. Et ça se présente comment? Vous allez sur le terrain, vous voyagez, vous allez à l'intérieur de la Mauritanie pour redynamiser les cellules ou en créer là où il n'y en avait pas. Et après, Mariam, quand tu prendras la parole. Exactement, c'est dans ça que nous sommes. Nous avons dû faire le voyage, comme je vous le disais tout à l'heure, du Gorgol, où nous avons fait les localités de Jowol, de Magama, la ville martyre de Magama, et de Keidi qui n'en est pas moins martyr aussi, puisque Keidi a connu des violences donc, en septembre 2011. Nous avons renoué le contact avec les militants et ça se présente plutôt bien. Ils comprennent notre discours et ils sont prêts à nous accompagner et je pense que ça ne donnera que plus d'élan en fait à notre combat. Donc là, c'est pour les localités où il y avait déjà des cellules. Nous nous déplacerons dans les autres localités du pays dans lesquelles il n'y en avait pas et nous tâcherons évidemment d'en installer un peu partout à travers le pays. Allez, on va croiser les doigts pour que ça marche avec Mariam cette fois. Mariam, allez. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois? On t'entend même si c'est loin. Monsieur Dia, excusez-moi, mais je vais revenir sur le côté un peu politique. Oula, je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien du tout. Mariam, c'est infernal. Je ne sais pas ce qui se passe, que la technique ne suit pas. Monsieur Dia, on va devoir le faire sans Mariam pour les 5 minutes qui nous restent. Quels sont les obstacles auxquels vous faites face aujourd'hui et auprès de qui trouvez-vous de l'aide et sous quelle forme? Les obstacles, ils sont nombreux, évidemment. Il y a la mauvaise volonté de l'État mauritanien qui ne veut pas reconnaître, en fait, évidemment, l'évidence du racisme d'État qui sévit dans ce pays, de l'esclavage qui continue à y régner, etc.
en mode de gouvernement. Tout cela, évidemment, ça c'est des obstacles, mais les obstacles, c'est aussi évidemment, comme je le disais, cette scission qui a fait beaucoup de mal à notre mouvement. Et donc, au lieu de pouvoir travailler justement, de continuer dans l'élan que nous avions entamé en septembre dernier, nous sommes obligés de nous arrêter, de faire une petite pause, le temps de reconquérir la confiance des gens et pouvoir repartir. Donc, c'est ça principalement en fait qui nous plombe en ce moment. Voilà. Et comment trouvez-vous le financement comment financez-vous vos actions, vos activités? Nos activités, nous les finançons avec nos propres poches, déjà, avec nos propres moyens, en fait. Et puis, nous avons de temps en temps de bonnes volontés qui sont sensibles à ce que nous faisons et qui essayent de nous accompagner de ce point de vue-là et qui font des donations, ça arrive. Et quel est l'apport de la diaspora ou qu'est-ce que vous attendez de la diaspora? La diaspora est extrêmement importante parce qu'elle est généralement beaucoup plus audible que nous. Elle est beaucoup plus audible que nous parce que quand elle fait du bruit là-bas, je rappelle les actions qui ont été faites par exemple en France l'année dernière, l'occupation de l'ambassade, le fait d'empêcher le président Aziz de sortir de son hôtel, etc. Tout ça, ce sont de très bonnes choses qui font beaucoup d'écho et qui rappellent au monde que la Mauritanie n'est pas un État aussi tranquille qu'on peut le croire. Donc les actions de la diaspora sont extrêmement importantes pour nous de ce point de vue-là. Mais l'autre importance aussi, c'est pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, comment on fait pour nous financer. La diaspora peut nous aider de ce point de vue-là, parce que pour sensibiliser, pour pouvoir se déplacer, et évidemment, nos moyens seuls ne suffisent pas. Et de ce point de vue, nous attendons beaucoup, évidemment, de la diaspora. Alors, Mariam Derouche, qui n'arrive pas, qui doit subir le complot du temps et de la technologie, me demande de te poser cette question. Beaucoup d'accusations ont fusé entre les deux mouvances de Touche pas à ma nationalité au sujet d'un rapprochement avec le gouvernement. Le pouvoir vous a-t-il approché, M. Dia? C'est une très bonne question. Jamais, à aucun moment, le pouvoir ne s'est rapproché de nous. La seule fois que nous avions dit c'est inquiétant, ça veut dire que vous ne pesez pas au point de pouvoir intéresser le pouvoir? Je ne sais pas où le pouvoir veut jouer à la politique de l'Autriche. C'est possible aussi. C'est dans ses habitudes. Mais ce qui est important en tout cas à savoir, c'est que, en tout cas, nous n'avons jamais été approchés dans ce sens-là pour être corrompus ou autre chose. Les seules fois que nous avons eu à rencontrer le pouvoir en tant que tel, nous pesons quand même parce que le pouvoir nous reconnaît de fait. Nous ne sommes pas officiellement reconnus, mais nos manifestations sont tolérées. Donc c'est parce que nous représentons quand même quelque chose. Donc je disais que les seules fois où nous avons eu contact avec le pouvoir, c'était l'année dernière, donc au plus chaud des manifestations. Nous avions rencontré le ministre de l'Intérieur et nous avions mis d'ailleurs comme condition à le rencontrer qu'il libère nos camarades qui étaient arrêtés du côté de Kaedi à l'époque. Justement, un mot avant de terminer, avez-vous des nouvelles de Bakary Bathily? Qu'est-il devenu et que risque-t-il en entrant en Mauritanie aujourd'hui? Il y a eu une cabale contre Bakary Bathily, il a échappé de peu à la mort, vous le savez évidemment, il a été torturé à mort à Kaedi, torturé et laissé pour mort. Heureusement donc ça n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, évidemment, il est dans le collimateur donc de cet État. Il n'a rien fait. On ne peut rien lui reprocher. Au contraire, c'est lui qui devrait en fait poursuivre ses bourreaux. Ceux qui l'ont torturé. Qu'est-ce qu'il aujourd'hui en Mauritanie où des militants sont emprisonnés puis libérés? Aujourd'hui, il n'y a plus la menace touche pas à ma nationalité ou Bakary Bathily. Il risque vraiment quelque chose en rentrant aujourd'hui en Mauritanie? Vous avez des informations précises? Je pense qu'il risque gros, qu'il risque sa vie en fait. Parce que vous savez les conditions dans lesquelles il a été arrêté à Kaedi. Oui. Il était parti en fait en toute confiance pour négocier avec les autorités de la ville, les autorités civiles, pour négocier l'arrêt des manifestations et c'est là qu'ils l'ont kidnappé. Ils l'ont enlevé et ils l'ont laissé quasiment pour mort. Donc il risque gros. Là en fait, il a été. Oui. Et les risques demeurent? Je pense que le risque demeure malgré tout. Merci monsieur Dia. Oui, un dernier mot, dites-moi. Non, je disais que nous voudrions quand même que l'État, que le pouvoir rende sa vie à Bakary Bathily parce que là il est obligé de se cacher, il n'est plus en Mauritanie, il est probablement à l'étranger, il se cache et ça n'est pas normal, ça n'est plus tolérable en fait ici au début du 20e, on est au 21e siècle et ces choses-là ne peuvent plus exister. Donc si vous êtes en contact avec lui et si vous lui avez parlé récemment. Merci M. Dia. Donc c'était
Abdoulaye Diagana sur Kassat Faya avec Mariam Derwish. Donc vous écoutiez Dia Alassane qui est le leader d'une des tendances du groupe Touche pas à ma nationalité. Le leader tout simplement ne touche pas à ma nationalité. Non pas de détente, parce qu'il n'y a qu'une seule tente. Il se présente comme leader de Touche pas à ma nationalité. Nous recevrons la semaine prochaine M. Abdul Biramwan qui est leader d'une autre tendance. On verra comment il se présentera lui aussi. Merci en tout cas. À mes auditeurs, ne vous éloignez pas. Dans quelques secondes maintenant, vous allez avoir Thierno Tandia dans Dougou Djeke. Thierno Tandia reçoit lui aussi un invité ou une invitée exceptionnelle. C'est la championne olympique ou la championne, en tout cas l'athlète Myriam Soumaré. Myriam Soumaré, comme vous le savez, qui est d'origine mauritanienne. À tout de suite, amis auditeurs. Merci, Monsieur Dia. Au revoir. Merci. Merci. Similaire.